Ça tourne. Bon, fallait bien que ça arrive un jour. Alors je viens de me faire mordre par une vipère à cornes dans le désert là. Ça fait à peine 7-8 minutes. Je me suis fait mordre juste là-haut là. Yeah. 1 minute. Aujourd'hui on se retrouve pas dans la forêt, pas dans le désert, mais bien chez moi à Paris entre deux voyages. C'est ici que je travaille, c'est ici que je monte les vidéos YouTube. Et aujourd'hui je vais vous partager une histoire qui m'est arrivée récemment. J'ai longuement hésité à faire cette vidéo, mais ça a été une grosse leçon pour moi et je pense que ça peut être super éducatif pour vous. Tout a commencé dans le désert, aux Émirats Arabes Unis. J'étais parti avec un ami, Axel, de la chaîne Instinct Sauvage, pour aller chercher des serpents dans le désert. Alors de base, on allait faire une vidéo sur sa chaîne YouTube sur la découverte de la faune et de la flore et des reptiles en particulier dans le désert proche de Dubaï. Moi, je me rends souvent aux Émirats Arabes Unis parce que c'est assez facile, il y a le désert à côté de la ville, c'est pas très loin de la France et ça offre une grosse biodiversité. Et donc ce jour-là, je me suis rendu dans le désert à 1 ou 2 heures de Dubaï et j'étais avec mon ami Axel de la chaîne Instinct Sauvage. Vraiment journée très tranquille, mais il faut savoir qu'on est en juillet et là-bas en juillet, les températures elles peuvent monter jusqu'à 50 degrés. Donc on décide quand même de partir en fin de journée, mais il faisait quand même encore jour. Donc on part sur les coups de 16-17 heures pour arriver dans le désert chercher plein d'espèces. Axel il allait faire justement une vidéo sur les espèces que je peux trouver à 1 heure de Dubaï, ce qui est assez intéressant parce que les gens ils s'imaginent Dubaï comme étant la ville futuriste du Moyen-Orient, mais c'est quand même une ville qui a été construite dans le désert, donc il y a toujours un désert à côté de Dubaï et on allait se balader dans les dunes pour aller trouver les animaux et les reptiles à côté de Dubaï. J'ai jamais encore, je pense, fait de vidéo YouTube là-bas, mais vous avez sûrement dû voir plein de vidéos sur TikTok ou sur mon Instagram avec du coup des petites vipères, des petits animaux du désert. Il faut savoir que toutes ces vidéos, elles se passent là-bas. Ce soir-là, le but, c'était de trouver la vipère à cornes. Donc la vipère à cornes, c'est un super beau petit serpent qui adulte fait 60 cm, qui se cache en plein désert dans les dunes de sable, dans les buissons. On voulait la trouver, elle a la particularité d'avoir des cornes au-dessus des yeux, donc c'est vraiment un très très beau serpent. Il faut savoir qu'elle sort que de nuit. Donc on était là de jour, on regardait les lézards et tout, en attendant la nuit, parce que une fois que la nuit tombe, toutes les espèces nocturnes, elles vont sortir. Et donc nous, tranquillement, on attend que le soleil se couche, on se pose sur une dune pour admirer le coucher de soleil sur les dunes, on se boit une petite boisson, franchement, l'ambiance pour le coup, elle est superbe. En plus la nuit il fait moins chaud, donc on commence quand même à avoir un peu moins chaud. On a hâte de chercher la nuit, c'est vrai que les autres espèces se réveillent, donc on a hâte. Le soleil se couche derrière les dunes et nous on allume nos lampes torches, c'est parti pour la chasse. Dès que le soleil se couche, c'est bon, moi je suis pris par une frénésie. Il faut savoir que dès que je cherche des animaux, des reptiles et tout, moi j'ai même pas l'impression que c'est moi qui pilote, mais c'est ma passion qui prend dessus sur moi. Et je suis comme ça, dans le sable. Alors faut savoir, faut être un peu penché. Chercher des animaux dans le désert la nuit, c'est assez spécial. T'es penché comme ça et t'essaies de faire un peu un jeu de lumière sur le sable pour pouvoir voir les traces et pour pouvoir suivre les traces. Donc là, je commence à être comme ça. Il y a Axel qui me suit, qui apprend. C'est vrai qu'avec Axel, on a déjà fait cet exercice-là en Mauritanie, dans le Sahara. Donc c'est pas la première fois. Il connaît un peu le jeu et tout. Donc je suis comme ça, dans le sable, je cherche. Et là, en à peine 15-20 minutes de recherche, je tombe sur mes premières traces de serpent et bingo, c'est les traces de la vipère à cornes. Donc génial, on est là avec Axel, trop bien, ça fait à peine 20 minutes, on tombe déjà sur les traces de notre target, du serpent qu'on veut trouver. Donc c'est super beau, les traces montent comme ça sur une dune, on trouve ça très joli, on prend une petite photo, clac, et c'est parti, on suit les traces. Alors faut savoir que normalement, dès la tombée de la nuit, les serpents n'ont pas eu le temps d'aller très loin, mais là apparemment la vipère a été boostée parce qu'on les suit pendant 30-40 minutes, ce qui est assez illogique par rapport à la nuit elle vient de tomber. Donc on les suit comme ça, on les suit. Et d'un coup, hop, on tombe vraiment en début de soirée incroyable sur pas une mais 2 vipères à cornes. Oh là là, première vipère à cornes que j'arrive à débusquer seul en suivant les traces. Elle est là. Mortelle, hein. Mortelle. Elle est toute petite. Et vous voyez les traces. Tu l'as, t'en as une autre? Oh là, quelle soirée de dingue. Comme ça, posées en boule sur le sable. Donc elles se mettent en boule comme ça sur le sable et elles attendent. C'est des serpents assez opportunistes. En fait, c'est des prédateurs qui vont venir sur le sable, se tasser, attendre qu'un gecko ou qu'une souris passe pour pouvoir se jeter dessus et la manger. En plus, elles sont à moitié enterrées dans le sable. Elles ont un système où elles vont vibrer. Tu as le sable qui va les recouvrir et elles vont juste attendre. Et là, on les voit les deux comme ça posées à côté. Une toute petite qui doit faire à peine peut-être 15 cm aller. Et une assez grande quand même de 50 cm. Mais les deux à côté, c'est pas si commun que ça d'en voir deux les unes à côté des autres. Donc là, waouh, un peu pris d'émotion et tout comme ça, on arrive, on voit les deux serpents l'un à côté de l'autre. Moi, je suis super content. Je dis, regarde Axel, yes, on se check, on est super content. Moi, comme ça, dans la frénésie du truc, j'enlève ma sacoche, je la pose, je sors mon téléphone et
même pas pour faire du contenu, mais juste pour filmer ce moment et tout, c'est cool. Donc on commence à prendre en photo les serpents. Et à un moment, la grande, on la dérange un peu, elle était en pleine chasse, il faut savoir qu'elle bouge pas, elle est tapie dans le sable, normalement il n'y a pas un bruit, et là il y a deux Mongols qui courent à côté. Donc elle, d'un coup, on la fait chier, et du coup elle part. Elle part, là la grande part, je me dis, ah bah ouais, on la suit. Et donc là on la suit, je regarde les traces qu'elle fait, magnifique, machin, pendant 5-10 minutes on la suit. Super, on est super content, on a super bien démarré la soirée, on a déjà trouvé notre target de la soirée. Donc très content, on la laisse partir, et je reviens à nos affaires. Donc j'arrive à l'endroit où on avait vu les deux serpents, il y a ma sacoche et je vois plus la petite. Donc je me dis elle a dû partir, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de bruit et tout, donc elle est partie. Sauf que le problème, c'est que quand elle est partie, elle s'est dirigée vers ce qu'il y avait de plus proche pour se réfugier. Et ce qu'il y avait de plus proche, ce n'était pas un buisson, mais ma sacoche. Et en fait, elle s'est mise juste à moitié sous ma sacoche. Et moi, dans l'excitement et tout, je l'ai pas vue. Je l'ai pas vue à sa place où elle était directement. Et je suis allé prendre ma sacoche. Et au moment où je prends ma sacoche comme ça sur le sable, elle sort de sous ma sacoche du sable et tac, elle me mord à la base de l'index. Et à ce moment-là, j'ai juste l'impression que ma vie, elle se retourne. Tout ce qui était important pour dans 5-10 minutes, tous mes plans, c'est annulé. En fait, là, je dois juste me soigner. Donc mon premier réflexe, c'est, je dis comme ça, je dis, elle m'a mordu. Et je regarde ma main et je mets une pression là où elle m'a mordu parce qu'il faut savoir, à cette taille-là, c'est des mini seringues, en fait, elle les plante, elle les enlève en injectant son venin et on voit rien en fait, il n'y a même pas de plaie, il n'y a rien. Donc moi je mets une pression dessus pour bien voir si j'ai eu les 2 crochets de planter, donc je mets la pression et je vois 2 petites gouttes de sang remonter. Donc là je me dis ok, il y a eu les 2 crochets qui se sont plantés dans mon doigt, ça veut dire qu'elle m'a bien mordu avec les 2 dents. Donc c'est bon, j'ai eu une morsure de vipère à cornes en plein dans le désert, maintenant je dois juste me soigner. Il faut savoir que les serpents venimeux ont 2 types de morsures. Ils peuvent te faire une envenimation, c'est-à-dire te mordre et t'injecter leur venin, ou te faire une morsure sèche, c'est te mordre sans injecter leur venin. Quand un serpent il va voir un prédateur, il peut le mordre pour le prévenir, attention, joue pas avec moi, mais ne pas injecter son venin, parce que pour lui c'est vital, le venin ça sert quand même à manger, à anesthésier ses proies pour pouvoir les manger, donc c'est quand même important pour lui, ou il peut mettre son venin parce qu'il a peur et il veut t'envenimer. Il faut savoir que les grands serpents, donc les serpents adultes, eux, ont tendance à plus faire de morsures sèches parce qu'ils ont la connaissance, ils savent que ça ne sert à rien d'envenimer un prédateur parce qu'il ne va pas mourir dans tous les cas et s'il veut le tuer, il le tuera. Les petites vipères, donc ce par quoi je me suis fait mordre, elles font quasiment jamais de morsures sèches parce qu'elles sont tellement effrayées qu'elles vont mettre leur venin dans tout. Il faut savoir, en fait, c'est comme une maturité, c'est comme nous les hommes, on devient de plus en plus mature, les serpents aussi ils apprennent de plus en plus et en fait les serpents font de plus en plus de morsures sèches au cours de leur vie, mais là comme c'était une petite, je me suis dit c'est peut-être une morsure sèche mais c'est pas sûr, parce que là sur le coup comme ça, la douleur elle monte pas d'un coup, je me fais piquer, aïe ça fait mal comme ça rapidement, mais c'est peut-être une morsure sèche, mais je prends pas de risque, j'ai cette notion en moi, mais je me dis on va quand même à la voiture. Elle est garée à peu près 1 km, nous on est en plein dans les dunes, là je commence à marcher vers la voiture. Faut savoir, je marche pas trop vite pour pas trop m'enflammer et créer des palpitations, pas trop lentement pour pas trop perdre de temps, parce que le temps là c'est tout. Je commence à marcher vers la voiture. Axel lui il vient avec moi, il faut savoir qu'Axel il a pas toutes les connaissances que j'ai, les notions en herpétologie, en reptile, en envenimation, donc il a pas toutes les informations. Et moi je suis assez calme, mais je communique pas directement sur quel type de venin m'a eu, sur les risques, sur les dangers, donc lui il me suit, il est avec moi, mentalement il est avec moi, il va bien, il m'aide pour tout, mais je communique pas sur le fait que je vais pas en mourir, c'est une envenimation très sérieuse, mais il faut qu'on aille à l'hôpital. Donc là, Axel, il m'observe, on va à la voiture et il sait qu'il va devoir conduire. Donc on se dirige vers la voiture. En se dirigeant vers la voiture, on fait les premiers réflexes à avoir en cas d'envenimation. On enlève tous les bracelets, donc mes mains vont gonfler, je peux faire une grosse réaction allergique. Il est très important d'enlever tous les colliers, les bracelets et tout, pour si jamais ça gonfle, qu'il n'y ait pas de truc qui fasse résistance. Et donc là, à peine 5 minutes, 3 minutes de la voiture, je commence à sentir une petite douleur dans mon doigt. Je regarde mon doigt, il commence à rougir. Et donc là, je me dis, ok Solal, c'est pas une morsure sèche. C'est bien une envenimation de serpent très venimeux, donc accroche-toi parce que ça va faire mal. 3 minutes après, j'arrive à la voiture et là, la douleur a déjà quadruplé. Mon doigt est très très rouge, très enflé. Et là, je me dis, ok, le venin fait bien effet. Il y a plein de types de venins différents chez les serpents. Ce venin-là, c'est un venin hémotoxique et cytotoxique. Ça veut dire que lui, il va juste détruire tous les tissus. Que ce soit les muscles, les tendons, les veines, il va tout détruire et ça va faire comme une espèce de bouillie bizarre dans mon doigt et ça va littéralement cuire, quoi. C'est très 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 chaud.
Donc là j'arrive, il me reste peut-être 150 mètres pour arriver à la voiture et là je sens une petite douleur dans mon doigt. Donc là je me dis ok, c'est pas une morsure sèche, c'est bien une envenimation d'un serpent très venimeux. Ça commence à faire mal. Et à peine 2 minutes après, quand j'arrive à la voiture, la douleur a déjà fait x4. Elle a déjà quadruplé, mon doigt est très très chaud, très très rouge. Donc je me dis ok, c'est très sérieux. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de types de venins différents selon les serpents et chaque venin réagit d'une manière différente. Alors je ne suis pas un expert en biologie, mais il y a quelqu'un que vous connaissez sûrement qui peut beaucoup mieux l'expliquer. Bon déjà rapidement, un venin, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est pris dans le doigt celui-là? Le venin, c'est donc une substance que certains animaux possèdent, une substance faite de plein d'éléments différents, ça peut être des toxines mais aussi des enzymes, et c'est une substance qui permet à ces animaux plusieurs choses, de la défense, de la dissuasion, mais aussi de l'attaque. Parce qu'une fois ce venin absorbé, en fonction de la dose, ça peut te paralyser, te faire te vider de ton sang, voire te tuer. Solal, attention avec ton petit doigt là. Bon, tous les animaux ne sont pas forcément ultra dangereux au niveau venin, mais faut dire que celui sur lequel t'es tombé, bon, il peut quand même causer quelques problèmes potentiellement. Le venin de la vipère à cornes, il est hémotoxique et cytotoxique. Parce que ouais, il y a plusieurs types de venins qui sont tous composés de toxines différentes, tous avec des petits effets différents justement. L'hémotoxine, elle agit sur le sang directement. Il y a différentes enzymes ou hydrolases à l'intérieur qui vont foutre un petit peu le bazar, comme la métalloprotéinase qui va s'attaquer aux parois des vaisseaux sanguins, et donc provoquer des saignements internes ou des hémorragies. Mais il y a une autre enzyme, comme la sérine protéase, qui va agir, elle, comme anticoagulant. Donc en gros, bah, tu te vides de ton sang, hein, grossièrement. Mais on a aussi la phospholipase A2, qui elle va plutôt être responsable de gonflement. Donc globalement, l'hémotoxine, ça va provoquer le gonflement de la zone, des saignements, des hémorragies internes et pourquoi pas une baisse de tension. Ensuite, dans le cocktail que tu as reçu, il y a aussi la cytotoxine qui est vraiment pas ouf non plus, hein, faut le dire. Pour le coup, là ça s'attaque plutôt aux cellules et aux tissus, donc la peau, les muscles, etc. de la zone de la blessure, donc autour de la morsure quoi. Mais aussi la cardiotoxine qui peuvent méchamment attaquer les fibres des muscles et donc provoquer des nécroses. Et ça, c'est vraiment pas bon, c'est l'apparition de la fameuse zone noire un peu morte. Généralement, la nécrose, on préfère vraiment éviter. Heureusement, avec des soins adaptés, c'est très rarement mortel. Mais bon, il faut évidemment pouvoir se rendre à l'hôpital, sinon ça peut potentiellement se compliquer. En tout cas, j'ai hâte de découvrir la suite de ton histoire. Bon courage, mec. Donc là, on perd pas de temps. Moi, je m'assois à l'avant place passager et Axel prend le volant. Alors je viens de me faire mordre par une vipère à cornes dans le désert là. Ça fait à peine 7-8 minutes. Je suis dans une voiture, je suis à une douleur de 2,5 sur 10. Je me suis fait mordre juste là-haut là. Faut savoir qu'Axel, lui, c'est la première fois qu'il conduit au Moyen-Orient. Il n'a pas encore conduit depuis qu'il est arrivé ici. C'est moi qui conduisais parce que je connaissais les routes. Donc lui, il s'assoit, je m'assois. Là, je commence à mettre le GPS vers la ville. Mais en fait, dans le désert, le GPS, il ne trouve pas la route. On était sur des petites pistes en terre. Donc en fait, il fallait rejoindre le goudron pour que le GPS, vraiment, il s'active correctement. Donc je commence à lui indiquer la route. Et moi, avec mon téléphone, sur ChatGPT, je commence à bien me rassurer et à voir si je réagis bien. Donc je dis à ChatGPT, voilà, c'est bien un venin hémotoxique et cytotoxique. Si c'est une Cerastes gasperiti qui m'a mordu, est-ce que je suis bien censé pas faire de garrot? Je confirme toutes mes notions sur ChatGPT et en même temps, j'indique à Axel. Axel, il commence à rouler, on part. Et moi, la douleur à mon doigt, elle monte, ça brûle, ça pique, ça fait mal, mais j'essaie de garder mon calme, je me rassure avec ChatGPT, j'indique la route à Axel et en même temps avec mon deuxième téléphone, je commence à regarder quel hôpital a un système d'antivenin et d'envenimation parce qu'il n'y a pas tous les hôpitaux qui ont de l'antivenin. Il faut absolument que j'aille le plus vite possible à un hôpital qui a de l'antivenin parce que si je vais à un hôpital qui n'en a pas, il va falloir qu'ils aillent le chercher dans un autre hôpital, ça va prendre plus de temps et le temps c'est vraiment tout dans ces moments-là. Moi je me retrouve à indiquer la route à Axel, oui prends à droite, prends à gauche, prends à droite sur les pistes en pleine nuit, en même temps je suis en train de parler à ChatGPT et en même temps je suis en train d'appeler des hôpitaux, voir s'ils ont de l'antivenin et des fois ça parle arabe et tout ça comprend rien, donc je suis en train de faire 4 trucs en même temps comme ça et en plus de ça, je le rappelle, il y a la douleur de mon doigt qui monte, mon doigt il commence à gonfler. Là vous allez me voir dans les vidéos, j'ai l'air assez calme, mais à l'intérieur moi j'ai envie de gueuler, ça bouillonne, mais c'est tout le jeu justement d'une envenimation, c'est que ça fait très très mal, mais faut se calmer, il faut respirer tranquillement, il faut essayer voilà, de pas trop stresser. Le problème c'est que j'étais en train de tout gérer, donc on était toujours sur les routes en piste avec Axel, on n'avait pas encore rejoint le goudron. Et là, en fait, je commençais à appeler les hôpitaux, j'arrivais sur les répondeurs en arabe. Press 2 if you want to call the service, machin. J'appuyais sur 2 comme ça. En même temps, je parlais à ChatGPT, je disais à Axel d'aller à gauche et à droite. À un moment, j'ai eu un surplus avec la douleur qui montait. J'avais l'impression d'être dans un rêve. En fait, à un moment, je me suis éteint. Je me suis vu comme ça partir. En plus, j'étais comme ça, au téléphone.
l'envenimation, j'avais mal, j'étais comme ça, et en même temps j'étais en train de parler à ChatGPT, à gauche, Axel, yes, hello, yes, do you have anti-venom, comme ça, à gauche, à droite, Axel, ah j'ai mal, et à un moment je me suis vu partir, et j'ai fait comme ça, et là, je me suis évanoui, je me suis littéralement évanoui dans la voiture, j'étais comme ça, je me suis évanoui, bouche ouverte, et là, c'est là où moi j'avais pas réalisé, mais en fait comme j'avais pas énormément communiqué à Alex sur le fait que c'est possible que je m'évanouisse et tout, en fait Axel il pensait, ça me fait rire mais je ris nerveusement, hein. Axel il pensait que je mourais, j'étais en train de mourir. Donc en fait lui il était en train de conduire à fond dans une voiture pas ouf quoi, pas adaptée au désert sur les pistes et tout, avec son pote à côté qui commence à s'évanouir bouche ouverte. Et donc lui il pensait que je mourais, donc lui il m'attrape la nuque comme ça, il est en train de conduire, il m'attrape la nuque et il me secoue, il fait Solal, Solal. Je suis complètement évanoui et il me secoue dans tous les sens comme ça, évanoui pendant, il me dit ouais, entre 20 et 30 secondes, donc c'est assez long hein, pour un évanouissement, mais en fait je pense que j'ai tellement stressé qu'il y a eu un surplus, moi je me suis éteint, et là Axel il est en mode Solal, Solal pendant 20-30 secondes, et donc là au bout de 20-25 secondes moi je fais je reviens à la vie comme ça, et je me dis putain, c'est pas un cauchemar en fait, parce que moi j'étais tellement loin que j'avais l'impression de rêver. Je me dis putain c'est pas un cauchemar, et là je regarde Axel, et là je vois Axel qui me regarde avec les larmes aux yeux, avec sa main sur ma nuque en train de me secouer. Je dis mais qu'est-ce qu'il y a, ça va, juste on conduit à l'hôpital. En fait lui il m'explique que pour lui j'étais mort, et il était apparemment à 5 secondes de mettre les freins sur la voiture, de s'arrêter, de me sortir, de me faire un massage cardiaque. Parce qu'en fait il savait pas, peut-être que c'est vrai que si je me fais mort par un Black Mamba, en 30 minutes je suis mort, et pour lui c'est un serpent venimeux, c'est un serpent venimeux. Donc en fait il pensait littéralement que j'étais en train de mourir, j'ai fait le pire prank ever à un pote, j'ai simulé ma mort. Pour lui il était à 5 secondes d'appuyer sur les freins, de sortir et de me faire un massage cardiaque. Donc heureusement que je me suis réveillé, j'ai de la chance, Axel a été sapeur-pompier, donc dans tous les cas il aurait pu me faire un massage cardiaque, il a les bons premiers réflexes, il sait réagir face à des situations extrêmes comme ça de stress, mais ça c'était pas drôle quoi pour lui. Donc je me réveille comme ça, après l'évanouissement, et là bizarrement, ça va un peu mieux. En fait j'ai eu une montée d'adrénaline, un coup de chaud où j'ai vraiment stressé, je me suis évanoui, et là quand je reviens en fait j'ai plus vraiment le stress mental, j'ai que la douleur qui elle en fait elle fait que grandir, mais je me sens un peu mieux, c'est bon, le coup de stress est passé, là c'est bon, là faut juste foncer à l'hôpital. Et donc là je suis comme ça, j'ai mal, j'avais laissé tomber mes téléphones et tout, et là à un moment je reprends mon téléphone, et là Axel il me regarde et il me fait 999. Et je dis quoi? Il me fait 999, c'est le numéro des urgences. Je m'en rappelle, je l'ai lu dans l'avion en train de venir, donc il a eu une connexion mentale de fou. Il m'a dit appelle 999, c'est mieux que les hôpitaux. C'est l'ambulance, quoi, le 911 de Dubaï. Et donc, moi ce que je fais 999 et j'appelle comme ça. Donc la voiture va vite, hein, il allait à fond comme ça, on arrive sur le goudron, il avance. Et moi je suis comme ça, la voiture bouge, et à un moment ça fait yes, hello, et là je commence à peine à parler, un mini mouvement m'a fait recoller mon téléphone à ma tête, et j'étais tellement en sueur, avec 50 degrés dans le désert, j'étais en nage avec le stress en plus de la piqûre et tout, mon corps était entièrement mouillé. Tac, ça raccroche, et je suis là en mode putain, 999, Axel il me regarde, il fait c'est pas possible. Je dis attends, avance, 999, je rappelle 999, et là je fais yes, hello, enfin je les ai. I've been bitten by a snake, I'm in the middle of the desert, I am coming to a hospital, but can you come get me, it'll go faster. En gros, venez me chercher, parce que moi je suis dans une voiture de merde, je mets 1000 ans en plus à arriver en ville, moi j'ai pas de lumière et tout pour faire pam. Venez me chercher dans le désert, ça sera plus simple, on se donne rendez-vous à ce rond-point. Donc là, on se dirige vers le rond-point avec Axel, et moi je gère ma douleur. On arrive sur le rond-point, on se gare, et là, j'ai eu le temps de un peu réaliser ce qui s'est passé, et vous allez voir, il y a plein de vidéos de ce moment-là où on attendait les ambulances, mais c'était vraiment la réalisation de la connerie. Elle m'a piqué, donc là j'attends l'ambulance. Je vais aller à l'hôpital, je pense que on va me donner des doses d'antivenin. J'espère que je réagis pas. Ah, ça commence à faire mal quand je plie ma main. J'espère que je fasse pas une réaction allergique à l'antivenin. Heureusement que je suis avec un bon ami à moi, merci Axel. Mais donc, tu m'as fait effrayer, hein. Enfin, toujours là. Voilà. Heureusement, ils vont arriver. Bah, reste dehors comme ça, quand tu vois l'ambiance, tu les appelles peut-être. Oh, putain, ça va aller. Donc voilà, comme quoi c'est pas des jeux, et c'est hyper important. Vous me voyez tout le temps manipuler des serpents, mais vous voyez, même moi ça peut m'arriver. C'est ma passion, mais putain, c'est vrai que c'est dangereux. Ça m'était jamais arrivé, je me suis jamais fait mordre par un serpent venimeux, et on y est.
On y est, donc voilà, vous voyez, là je me concentre vraiment. D'ailleurs, je devrais pas arrêter de parler, mais. Ouais, non mais concentre-toi vraiment. Je me concentre sur ma respiration, je garde toujours mon bras en dessous de mon cœur et on va attendre tranquillement. Putain, mais mec, tu sais qu'avant d'arriver ici, tu t'es évanoui dans la voiture. Mais mec, j'étais en train de conduire à fond comme ça, j'étais en train de te réveiller avec l'autre main, mec. Putain, on m'appelle. Il arrive. Yes, hello. I am at Al Qudra roundabout, last exit. Yes, last exit. What clinic? No, last exit in the desert. Last exit Al Qudra roundabout. Ici là. L'ambulance elle arrive dans 5 minutes. J'ai eu un coup de chaud juste après, ouais, je me suis évanoui. Ouais. Quelques échanges téléphoniques avec l'ambulance, c'était pas si facile de me trouver. Je suis dans un petit rond-point en pleine nuit dans le désert à Dubaï. Il faut savoir que c'est assez vaste le désert, il y a plusieurs ronds-points, il y a plusieurs stations-service, donc il faut vraiment me localiser. Ça fait quoi là? Ça fait une demi-heure que tu t'es fait mordre? Ouais. Ils vont arriver dans 2 minutes. Hello. Good and you? Where? Which place? We need to go now fast because Entebbe can come with us. We'll go fast, don't worry. Les ambulanciers sont arrivés en vrai en 15 minutes. Vraiment, moi j'ai eu le temps de me poser, souffler un peu, réfléchir. Ça m'a vraiment permis aussi de moi de me stabiliser. J'étais plus dans un milieu un peu stressant comme le désert ou dans une voiture qui allait à 180 km/h. Non, j'étais posé dans un rond-point. Je savais qu'on allait venir me chercher. Donc, même moi, ça m'a un peu calmé intérieurement. Mais mon doigt, lui, il bouillonnait. Lui, c'était à l'inverse. Moi, j'étais en train de me calmer. Et lui, mon doigt, il montait. Ça gonflait, ça gonflait. J'arrivais à peine à toucher mon petit doigt à ce moment-là. Donc, je sentais vraiment mon doigt gonfler, gonfler, gonfler. J'étais vraiment sur la pente de la douleur et ça fait vraiment mal. Les mecs ils arrivent, ils me disent qu'est-ce qui s'est passé. Il faut savoir que c'est quand même assez rare des envenimations à Dubaï. Il n'y a pas 1000 influenceurs qui vont faire les rigolos dans le désert. Ça arrive des fois à des gens, des gars du chantier qui font des petites constructions dans le désert, d'avoir des envenimations, mais c'est quand même extrêmement rare. Donc ils sont un peu ébahis de la situation, quoi. Ils n'ont jamais trop eu ce truc-là. Donc moi je leur dis en fait là, il faut juste aller à cet hôpital. Moi j'avais déjà trouvé un hôpital qui avait de l'antivenin. Donc ils ont vu que je m'y connaissais quand même en envenimation, que j'avais déjà pris les devants à regarder quel hôpital avait de l'antivenin. Donc je monte dans l'ambulance. Il faut savoir que l'ambulance c'est un espèce de Ford F250, un truc un peu mastoc, c'est une voiture transformée en ambulance. Et là moi je dis au mec en fait là tout joue sur le temps parce qu'en fait là, le venin fait effet, il est en train de détruire, comme vous avez pu comprendre, mes muscles, mon tissu. Et si les dégâts sont trop gros, bah, c'est irréversible. Je peux perdre mon doigt, je peux aller jusqu'à la nécrose. Donc le temps, c'est tout. Le mec, il a littéralement pris ce que je lui ai dit et il a appliqué parce qu'il était à 280 sur la voie, comme ça, en train de tracer pour sortir du désert. À Dubaï, il y a des flashs dans le désert à peu près tous les kilomètres et les flashs je les voyais comme ça, plat, plat, plat. Chaque quelques secondes, c'était hallucinant. Moi j'étais derrière en mode quick, quick, I'm losing my finger, I'm losing my finger. Right now, sir, you have any dizziness? No, I had dizziness like maybe 10 minutes after I fainted, but now it's good. Nothing. After that, nothing, right? Yeah, now I'm calm. It's just very, very painful and it's getting swelling very much. I need antivenom. 1 minute? Yes, 1 minute. This one, sir. Okay. Donc voilà, il avance, grosse ligne droite. C'est vraiment Dubaï, c'est la ville et après t'as juste des lignes droites qui partent comme ça dans le désert. Donc on est à fond sur la ligne droite comme ça avec l'ambulance qui va extrêmement vite. C'est peut-être, je suis peut-être jamais allé aussi vite en voiture de ma vie. Et là on arrive en ville. Changement de mécanique, tac, il allume les sirènes et là ça commence à faire un slalom entre les voitures. Moi j'étais comme ça avec mon doigt derrière qui est en train de bouger. J'avais tellement mal, mon doigt était déjà assez gonflé mais ma main commençait à gonfler vraiment. On voyait l'envenimation commencer à attaquer. Moi j'ai les doigts quand même assez, la main assez marquée donc ça se voyait très très bien au niveau des tendons, au niveau des veines. Donc l'envenimation elle commençait vraiment à prendre ma main et j'étais comme ça derrière l'ambulance en mode go quick brother, quick. Et donc là il avançait. Our speed is too much, 250. This is not very fast. Tac, coup de frein, on arrive à l'hôpital. Donc j'arrive à l'hôpital, je descends de l'ambulance. À ce moment-là, je suis plus avec Axel. Axel, il est loin. Lui, ça lui a
extrêmement soulagé que je sois pris par des services spécialisés. Donc j'étais un peu stressé de savoir ce qu'il faisait et tout, s'il était stressé, mais j'avais vu que quand moi j'étais monté dans l'ambulance, ça lui a enlevé quand même une énorme charge sur les épaules. Donc je sais pas où est Axel, mais je sais qu'il va me retrouver, je sais qui sait dans quel hôpital je vais. Donc voilà, moi je descends, j'arrive à l'hôpital. Kinagat ng ahas. Malinis ba ito, ma'am? What the fuck? Et donc je pense qu'il y a eu un problème de communication parce que quand j'arrive à l'hôpital, l'hôpital n'est absolument pas au courant qu'il y a un cas d'envenimation qui arrive. Donc on arrive, on met dans une espèce de salle d'attente sur un brancard. Je voulais tranquillement faire une soirée dans le désert et je me retrouve... Moi au début je m'assois comme ça et je dis ok, antivenom. Ramenez-moi de l'antivenin s'il vous plaît. Parce une fois que tu as l'antivenin, normalement c'est bon quoi, ça, les effets diminuent. Et là, 5, 10, 15 minutes, il se passe rien. Je commence à arrêter les infirmières, je dis oh, il me faut de l'antivenin maintenant. I really need as soon as possible antivenom. I can't wait a lot. S'il vous plaît, parce que là, l'envenimation est en train de tout détruire. Ça peut faire des dégâts irréversibles, s'il vous plaît, ramenez-moi de l'antivenin. Height 1m77 and weight like, I don't know, maybe 69-70 kg. Yeah. Là, je sens le venin qui est en train de se propager dans les muscles de ma main. Et ça fait vraiment mal là. Je peux à peine plier ma main. Et là, vous voyez, ça commence à être bien bleu là. Oh là là. Et là, il y a un mec qui arrive, il fait attends, faut te calmer, on sait même pas quel serpent t'a mordu, si ça se trouve, c'est pas venimeux. Moi, je dis attends, non, je sais de quoi je parle. C'est venimeux, s'il te plaît, crois-moi. Là, je commence à montrer mes vidéos YouTube, Insta, TikTok, à dire non, mais regarde, je sais de quoi je parle, c'est venimeux. Il faut vraiment réacter vite. Donc là, eux, ça leur donne l'alerte un peu en mode ok, non, en fait, c'est peut-être sérieux, il s'y connaît, on n'a pas à checker tout ce qu'il dit et tout. Donc là, on me déplace dans une autre salle. En fauteuil roulant, j'arrive dans cette salle-là. Je sais pas si vous vous rendez compte de ma main, mais j'ai du mal à bouger. C'est vraiment pas une blague ces trucs. C'est hallucinant. Je m'étais toujours demandé la sensation de ce truc. Heureusement que c'est pas un venin neurotoxique et c'est hématotoxique, donc enfin, c'est quand même très puissant. Hein. Mais il y a des serpents où je me dis en fait là je serais déjà mort. Ça va bientôt faire 2 heures que je me suis fait piquer. Toujours pas d'antivenin. Je me suis fait une prise sanguine. Donc là, ils sont en train de tester la réaction de l'antivenin sur mon sang parce que je peux faire des grosses réactions allergiques. Et après, j'ai hâte qu'on mette cet antivenin et laisser le truc agir là, mais c'est pas une blague. Et là, j'ai un médecin un peu plus spécialisé. Et ce qui est cool, c'est que les médecins là-bas, dans les pays du Moyen-Orient, viennent souvent d'Asie, d'Inde. Donc j'ai des médecins indiens. Et ce qui est génial avec les médecins indiens, c'est qu'ils sont super habitués aux envenimations. En Inde, il y a énormément d'envenimations. C'est une des causes les plus mortelles là-bas. En Inde, il y a beaucoup de vipères très mortelles. Et donc eux, ils sont vachement calés sur ça, sur l'antivenin, les envenimations, les réactions au venin. Donc ça c'est top. Donc le mec arrive, il me check, il voit directement que j'ai une envenimation sévère au niveau de la main et il me dit bon ok, avant de te mettre de l'antivenin, on va quand même te faire des tests parce qu'il faut savoir que tu peux faire de grosses réactions allergiques à l'antivenin. En gros, comment on fait de l'antivenin de manière très résumée? On prend pas mal de chevaux, on leur injecte du venin et on va prendre tous les anticorps que ces 100 chevaux font et on va les concentrer dans une petite fiole comme ça et ça va faire de l'antivenin. Donc en gros, moi, quand on va mettre de l'antivenin, ça va être les anticorps de plein de chevaux qu'ils ont développés face à du venin. C'est pour ça d'ailleurs que l'antivenin, ça coûte extrêmement cher parce que c'est pas facile à produire. Donc voilà, donc là je suis à l'hôpital, j'attends l'antivenin et ça met extrêmement longtemps à venir. Je pense qu'en fait il y a une phase de procédure pour avoir accès à de l'antivenin qui peut être assez long. Et puis comme je dis, ils n'ont pas forcément l'habitude des envenimations, donc l'antivenin il est stocké dans un endroit de l'hôpital. Il faut de la communication entre 17 personnes pour le sortir et le ramener. Donc j'attends, ma main elle gonfle. Donc là on met une marque pour voir à peu près jusqu'à où et pour pas que ça se propage. Et là, bonne surprise avant l'antivenin, mon sauveur Axel qui me rejoint. Donc ça déjà, ça me fait du bien de voir quelqu'un de familier. Je suis à l'hôpital, je suis tout seul. Il est bientôt 2h30 du mat. J'ai Axel qui m'a rejoint, mon sauveur.
Et là, je vais aller prendre l'antivenin, je pense. Ils m'emmènent dans une autre salle. C'est là, mon pote. Ma main, elle gonfle. Et au bout d'un moment, l'antivenin arrive. Et donc là, il commence à le brancher. Et là, en fait, il branche l'antivenin pour me la mettre en intraveineuse. Mais il me branche aussi moi entièrement. Là, on va me mettre l'antivenin. Donc, je croise les doigts pour pas avoir une réaction allergique et que ça commence à faire effet, même si je sais que j'en ai pour quelques jours, je pense. J'ai tout, je sais pas comment ça s'appelle, mais l'électrocardiogramme, je suis branché de partout pour me surveiller parce que je peux faire une énorme réaction à l'antivenin. Je peux commencer à me gratter, avoir des plaques rouges et tout parce que ça arrive. Il y a, je pense, plus de 30-40% de gens qui sont allergiques et font des réactions allergiques à l'antivenin. Donc là, je suis comme ça, je me branche, elle me met l'antivenin en intraveineuse. Et là, enfin, après plusieurs heures de souffrance, je vois l'antivenin comme ça descendre, arriver dans mon bras. Et là, je prie, je me dis, s'il te plaît, Solal, sois pas allergique à l'antivenin en plus, quoi, je t'en supplie. Okay. C'est bon, j'ai l'antivenin branché, maintenant j'ai plus qu'à prier. Let's go. Et là, l'antivenin passe, donc là, je contrôle bien mon corps. On me dit, attention, si tu te grattes ou quoi, préviens-nous directement, c'est que tu fais une réaction allergique. Donc là, j'attends 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Je vois rien, je me dis, bon, je suis peut-être pas allergique. Là, ça fait à peu près 30 minutes que j'ai l'antivenin. Donc pour l'instant, ça n'a pas trop évolué. De toute façon, ça prend du temps. Le venin est petit à petit affecté par l'antivenin. Donc je vais dormir ici. Je pense que je vais me rester plusieurs jours à l'hôpital parce qu'ils doivent vraiment faire attention de voir comment ça se développe. Si j'ai de la nécrose où il peut y avoir beaucoup de complications. Je ne suis pas allergique à l'antivenin. Et donc là, il est peut-être 3h30. Il faut savoir que ces doses d'antivenin-là, comme c'est assez fort comme produit, un paquet d'antivenin comme ça qu'on va t'accrocher sur l'intraveineuse, ça descend, mais ça descend en 3 heures, je pense. Et on me le met vers 2h, 2h30, je ne me rappelle plus trop. Donc en fait, l'antivenin, lui, il se finit à 4-5 heures. Donc en fait, jusqu'à 5 heures du matin, je suis comme ça branché à l'antivenin. Axel repart dans l'hôtel dans lequel on était. Je reste tout seul. On me déplace dans une chambre. Ma main est toujours gonflée. Moi, je pensais que j'allais partir comme ça, mais en fait, pas du tout. C'est assez sérieux. Ils veulent vraiment contrôler que le truc redescend et tout. Donc voilà, nuit blanche à l'hôpital, branché sous antivenin, avec une douleur très très vive à la main. Et vraiment, ma main, à un moment, elle ressemblait à une pomme de terre, quoi. C'était juste énorme. J'avais l'impression de peser 250 kilos. Et voilà, la première nuit à l'hôpital se passe. Je me réveille le lendemain matin. Petit déjeuner vraiment normal. J'ai rien dormi de la nuit, hein. Là, je me suis fait mordre à minuit. Je suis arrivé à l'hôpital vers 1h et là il est bientôt 7h. Voilà, à 8h on va me prendre mon sang, on va regarder comment il est et s'il a formé, s'il a coagulé. Ma main est toujours bien gonflée, mais j'ai l'impression que j'arrive à mieux la fermer. Quelqu'un vient contrôler ma main et la trouve toujours encore assez grande. Assez grosse, et faut savoir par rapport à la quantité de venin injecté, des fois il faut se remettre une dose d'antivenin. Mais faut savoir aussi que l'antivenin, c'est pas super bon pour le corps. Donc il y a des discussions et tout, et ils décident de m'en mettre une deuxième dose le lendemain matin. Donc je suis rebranché à tout, l'antivenin qui descend, et donc deuxième dose d'antivenin le lendemain matin. Et là, ça commence à faire effet. On voit ma main, c'est très petit, mais elle commence à se stabiliser au moins. Elle ne grossit plus, elle se stabilise. Donc là, j'arrive vraiment en haut de la pente de la douleur où je peux commencer à redescendre. C'est important, il faut savoir que j'ai eu mal pendant la dernière nuit et juste depuis la morsure, mais j'ai pris aucun antidouleur parce que pour moi, la douleur était très très rude et très très intense, mais c'était supportable. Je veux dire, j'arrivais à supporter le truc. Et on dit souvent que voilà, quand on a une envenimation, des fois c'est intéressant de ne pas prendre d'antidouleur pour pouvoir sentir où on a mal quand on appuie et sentir ce qui se passe dans notre bras, parce que c'est aussi des très bons indicateurs. Quand les infirmières elles viennent me voir et elles me demandent si j'ai mal ou j'ai mal, sans antidouleur je peux décrire exactement la douleur qui se passe et tout. Donc je n'ai pas pris d'antidouleur pour cette envenimation, mais rien que le fait d'être dans un cadre médical, ça soulage quand même énormément. Donc le lendemain vers 12h-13h, je finis ma deuxième dose d'antivenin. Là on est à 18h après la morsure et 30 minutes après du coup la deuxième dose d'antivenin. Et on voit clairement que ça fait effet. Regardez, on revoit bien les formes de ma main. C'est encore un peu lisse, mais on va bientôt revoir tout.
Franchement, ça fait plaisir. C'est encore un peu gonflé, mais bon, c'est nickel. Donc voilà, je me sens bien. On attend un peu. J'espère pouvoir sortir ce soir. Ce soit qu'une mauvaise expérience. C'est une très bonne leçon de vie. Et Axel me rejoint. Il m'amène un jus de mangue. Mon héros jusqu'au bout pour le coup. Merci Axel. Mais voilà, il m'emmène un petit jus de mangue. Et là, ça commence à redescendre. Et là, je commence vraiment à réaliser ce qui s'est passé. Et à me dire, putain, je me suis fait mordre par un serpent venimeux en plein désert. J'ai une réaction assez forte directement. Et c'est bon, c'est arrivé. Moi, je pensais que ça allait jamais m'arriver. C'est un peu comme... on se dit que ça me touchera pas. Ça fait des années que je manipule des serpents venimeux, que ce soit en Amazonie, en Afrique, en Asie. Mais en fait, ça arrive à tout le monde. Je suis exposé au risque que je touche ou que je touche pas les serpents. Là, ça m'est arrivé. J'étais même pas en train de manipuler un serpent. Le risque est toujours là et c'est super important de vous montrer. Et c'est pour ça aussi que je raconte un peu cette histoire. C'est que ça arrive à tout le monde. Et si ça m'arrive à moi, ça peut m'arriver à vous. C'est pour ça que j'encourage jamais les gens d'aller toucher les serpents. C'est sympa de s'en intéresser, mais on ne doit pas s'amuser avec, ça reste des serpents et des animaux très dangereux. Et voilà, grosse leçon de vie, donc c'est à ce moment-là, à l'hôpital le lendemain, que je le dis à mes proches, à ma famille, que j'appelle tout le monde pour les rassurer, mais ça a été une dose de stress quand même énorme. Libérable après quasiment 24 heures pile dans l'hôpital. C'est bon, je suis libérable, je rentre tranquillement. Mon sang coagule pas encore extrêmement bien, donc il faut que je fasse attention. Beaucoup de repos, je garde la main levée, je fais pas d'efforts, machin et tout. Et voilà, grande leçon de vie ici pour moi. Et pour vous, j'espère. Donc dans cette mésaventure, j'ai quand même eu beaucoup d'étoiles qui se sont alignées. Il faut savoir que j'avais une personne avec moi déjà. Je suis souvent seul des fois quand je vais dans le désert, mais là j'avais quelqu'un avec moi. Quelqu'un de compétent, un ancien sapeur-pompier qui a su réagir et tout. Et ça, Axel, je te remercierai jamais assez. Pas d'allergie à l'antivenin et pas d'allergie au venin de serpent. C'est vrai qu'on peut aussi être allergique à des piqûres, à des venins. J'aurais pu faire une réaction allergique directement quand le serpent m'a piqué à 30 minutes dans la voiture, faire un choc anaphylactique et y passer. Comme ça peut arriver aussi pour un venin d'abeille ou de guêpe, on peut faire une réaction allergique. Là, pour le coup, zéro réaction allergique. J'ai eu les bons réflexes, j'ai eu les bonnes personnes à mes côtés. Et ça, pour le coup, ça s'est bien passé, quoi. En tout cas, voilà. Pour moi, je me devais de vous raconter cette histoire. Et dans un cadre un peu plus posé. C'était une énorme leçon pour moi. Je pense que je ne verrai plus jamais un serpent venimeux de la même manière. Et je ferai toujours... je redoublerai de précautions. Et c'est super même éducatif pour vous à voir comment on réagit quand on se fait mordre par un serpent, ce qui se passe d'un point de vue physique, d'un point de vue mental. Les premiers réflexes à avoir, j'en parle toujours, voilà, ne vous approchez pas, si vous faites mordre, faites ça, ça, ça. Mais là, voilà, ça m'est arrivé. Je pense que la première question qu'on me pose tout le temps, que ce soit des gens dans la rue, des interviews, des trucs comme ça, c'est est-ce que tu t'es déjà fait mordre par un serpent venimeux? La réponse a toujours été non. Et aujourd'hui, je pourrais raconter cette histoire. Voilà, maintenant, c'est arrivé. J'espère que ça n'arrivera plus jamais. En tout cas, je ferai tout pour que ça n'arrive plus. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce format aussi vous a plu. C'est un format un peu différent, plus posé. Je peux raconter des histoires. Je ne sais pas si ça vous plaît. En tout cas, si ça vous plaît, moi... Il m'arrivait pas mal de mésaventures dans ma vie. Je me suis déjà perdu dans le désert avec mon petit frère. On a failli y passer. Plein de petites histoires comme ça, ou dans la jungle, en Amazonie. Si ça vous plaît, ce format un peu plus podcast, je peux en faire d'autres. Je peux raconter d'autres histoires comme ça quand je suis ici en France et que je suis en train de travailler sur mes vidéos. En même temps, je peux travailler sur ce genre de format. En tout cas, si ça vous plaît, mettez tout ça en commentaire. On est bientôt à 1 million d'abonnés et c'est magique. Je prépare un truc énorme pour les millions d'abonnés. Vous savez, ça va me régaler autant que vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter ce que vous pensez de cette vidéo, de ce nouveau concept. On se retrouve très vite dans une prochaine aventure. Ciao. I just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. Enfin. You don't have to tell me anything that's new. Yes, boy. Ouais.